Le jour de mes 65 ans, mon mari est arrivé à ma fête avec une femme de 23 ans. Il a regardé tout le monde dans les yeux et il a dit « Je t'apporte ton cadeau, la lettre de divorce. » Tout le monde s'est tu. Et il a continué. « Ma nouvelle petite amie a 23 ans. Toi, tu en as 65. Tu es vieille, tu es fanée, tu as fait ton temps. » Je n'ai rien dit. Ce fut le pire jour de ma vie. Mais ce fut aussi le début de sa ruine, parce que moi, bonjour, je suis tellement heureuse de vous retrouver ici. Je m'appelle Élise, j'ai 65 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus puissante de ma vie. Si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like sur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Cela me touche profondément de savoir que vous êtes là. Maintenant, installez-vous parce que cette histoire commence par la nuit la plus sombre de mon existence. Je n'ai pas pleuré. Peut-être que j'aurais dû. Peut-être que tout le monde attendait ça de moi. Une femme de 65 ans, cheveux bien coiffés, robe bleu marine achetée spécialement pour ce soir, talons serrants un peu trop, rouge à lèvres rose choisi par ma fille parce qu'elle disait qu'il me rajeunissait. Une femme qui devrait s'effondrer, crier, faire quelque chose. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée immobile comme une statue, comme quelqu'un qui reçoit un coup de couteau dans la poitrine et ne sent pas encore la douleur parce que le corps s'effondre avant même de comprendre ce qui s'est passé. C'était mon anniversaire de 65 ans. Un samedi d'octobre à Lyon. Le jardin de notre maison était décoré de fleurs blanches et de lumière dorée. Il y avait au moins 80 personnes, mes enfants, mes petits-enfants, mes frères et sœurs, des amis de toujours, des voisins, des collègues du temps où je travaillais encore à l'école publique du 7e arrondissement. Une longue table couverte de nourriture française comme je l'aime, une quiche, des rillettes, un gâteau à 3 étages que ma fille cadette Camille avait passé 2 jours à préparer. De la musique douce, des rires, le parfum du vin rouge mêlé au rose que mon mari avait fait commander spécialement. Et c'est là que j'aurais dû comprendre. Parce que Michel ne faisait jamais ça. En 35 ans de mariage, c'était toujours mes enfants qui organisaient mes anniversaires. Michel apparaissait, mangeait, buvait du vin, m'embrassait sur la joue et allait discuter avec ses amis dans un coin du jardin. C'était comme ça. J'avais accepté que c'était comme ça. Mais cette année-là, il avait dit, cette fois, c'est moi qui m'occupe de tout, Élise. Tu le mérites. Et moi, j'avais souri. Mon Dieu, comme j'ai été naïve. Il était presque 20 heures. Le soleil s'était couché, les lumières étaient allumées. Tout le monde attendait Michel pour commencer le dîner. Il était parti un peu avant en disant qu'il allait chercher le cadeau. Ma fille Camille m'avait regardé avec un sourire et avait dit « Maman, je crois qu'il a préparé une belle surprise. » J'avais souri encore. J'avais posé la main sur ma poitrine, là où le cœur battait d'une joie timide de celle qu'on a peur de ressentir trop fort, de peur qu'elle disparaisse. Et puis j'ai entendu le portail. Michel est entré et il n'était pas seul. À côté de lui, il y avait une jeune femme, grande, cheveux bruns et lisses, robe rouge, jeune, très jeune. Elle a regardé le jardin plein de monde avec un sourire légèrement mal à l'aise et elle a posé sa main sur le bras de mon mari avec une familiarité qui a brisé quelque chose en moi avant même que je comprenne ce que je voyais. Le jardin s'est tu pas progressivement immédiatement, comme quand quelqu'un coupe le son d'une vidéo d'un seul coup. Un silence total, suspendu, lourd comme du plomb. Michel a marché jusqu'au centre du jardin, avec elle à côté. Il a souri et c'était un sourire que je ne lui avais jamais vu en 35 ans. Un sourire cruel, calculé, comme s'il avait répété ce moment. Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et me l'a tendue. « Élise, a-t-il dit à voix haute pour que tout le monde entende. Je t'apporte ton cadeau. » J'ai regardé l'enveloppe. J'ai regardé lui. J'ai regardé la jeune femme en robe rouge. C'est la lettre de divorce, a-t-il continué, toujours en souriant. Et voici mon autre cadeau. Je te présente ma nouvelle petite amie. Elle a 23 ans. Toi, tu en as 65. Tu es vieille. Tu es fanée, Élise. Tu as fait ton temps. J'ai entendu l'air sortir des poumons de ma fille Camille comme un sanglot étouffé. J'ai entendu quelqu'un dire « Mon Dieu » derrière moi. J'ai entendu des vers qu'on posait,
des chaises qui raclaient, le bruit des pieds de quelqu'un qui s'était levé sans savoir quoi faire. Mais je n'ai pas entendu ma propre voix parce que je n'ai rien dit. Je regardais Michel, cet homme que j'avais aimé pendant 35 ans. Cet homme que j'avais soutenu quand il avait perdu son emploi en 1994, que j'avais porté pendant qu'il reconstruisait sa carrière, que j'avais serré dans mes bras quand son père était mort. Que j'avais attendu et veillé d'innombrables nuits quand il voyageait pour le travail. Et là, il se tenait debout dans le jardin de notre maison, devant nos enfants, nos petits-enfants, nos amis en me traitant de vieille, en me traitant de fanée, en me tendant une lettre de divorce comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Comme si ma vie entière, tout ce que j'avais donné à cet homme, ne valait exactement que ça, une enveloppe froissée et l'humiliation publique la plus calculée que j'ai jamais vue. J'ai pris l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai juste tenue dans mes mains. Je l'ai regardée une dernière fois et je suis partie. J'ai traversé le jardin en silence. Je suis passée devant la table avec le gâteau à 3 étages que Camille avait fait avec tant d'amour. Devant les visages paralysés de mes amis. Devant ma sœur qui avait la main sur la bouche. Devant mon fils aîné Thomas, debout, poings serrés, yeux rouges. J'ai pris mon sac. J'ai pris mes clés. Et je suis partie de ma propre fête d'anniversaire. Je me suis assise dans la voiture et je suis restée là dans le noir, avec l'enveloppe sur les genoux et le bruit de la fête derrière moi. Une fête que personne n'avait le courage de continuer mais que personne ne savait comment arrêter non plus. Et c'est là qu'une seule pensée a traversé mon esprit. Claire, rationnelle, calme, précise comme une voix qui remonte du fond d'un puits profond quand tout le reste a déjà sombré, il a détruit ma vie en public. Il aura aussi sa vie détruite en public. Ce n'était pas de la colère. C'était une certitude. Gigi a démarré la voiture, je suis rentrée à la maison, quand je suis arrivée, je me suis assise à la table de la cuisine. Cette table où j'avais servi le petit déjeuner à mes enfants pendant des décennies. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai lu chaque ligne du document. Et ensuite, j'ai fait quelque chose que Michel n'aurait jamais imaginé de moi. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire **** cette nuit-là, je n'ai pas écrit des plaintes. Je n'ai pas écrit des questions. Je n'ai pas écrit pourquoi. J'ai écrit des étapes. Cette étape. Cette ligne simple. Cette réponse à un homme qui croyait qu'humilier une femme en public suffisait à lui prendre sa dignité, sa maison, son histoire et son avenir. Il pensait m'avoir brisé devant 80 témoins. En réalité, il venait de m'offrir ce que je n'avais plus depuis longtemps, une clarté parfaite. Mais ce que Michel ne savait pas, c'est que je n'étais pas entrée dans cette nuit les mains vides. Depuis des mois, j'avais vu des choses. Des détails d'abord. Puis des anomalies. Puis des preuves. Il y a une chose que les hommes comme Michel ne comprennent jamais à propos des femmes comme moi, ils nous voient silencieuses et ils croient que nous sommes aveugles. Ils nous voient patientes et ils croient que nous sommes passives. Ils nous voient douces et ils croient que nous sommes faibles. Mais il existe une différence immense entre une femme qui ne réagit pas et une femme qui choisit le bon moment pour réagir. J'avais 65 ans. Et pendant les 12 derniers mois, j'avais tout vu. Les voyages avaient commencé en novembre de l'année précédente. Michel avait toujours eu des obligations professionnelles. Il était associé dans une entreprise d'importation de vin fondée par nous deux en 2003 avec l'argent que j'avais hérité de ma mère. Les déplacements faisaient partie de notre routine. Mais quelque chose avait changé. Il partait à Bordeaux un vendredi et ne revenait plus le lundi, mais le mardi. Il avait mis un code sur son téléphone alors qu'avant il n'en avait jamais eu. Il parlait de dîner avec des clients dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu les noms, des adresses qui, quand je les cherchais, semblaient parfois presque inexistantes. Je lui avais posé la question une fois. Avec précaution. Sans accusation. « Michel, est-ce que tout va bien ? Tu sembles tellement distant ces derniers temps. » Il m'avait regardé avec cette expression que j'allais apprendre à reconnaître parfaitement. Un mélange de mépris et d'impatience. Tu inventes des choses, Élise. Tu as toujours été dramatique. Dramatique. Moi, qui n'avais jamais élevé la voix. Moi, qui avais traversé chaque crise de cette famille avec calme. Moi, dramatique. J'avais avalé ça en silence. Mais je n'avais pas oublié.
En mars, j'avais trouvé une facture dans la poche d'un pantalon que j'allais laver. Un hôtel particulier à Paris. 2 nuits. Une somme de 2300 €. J'avais pris une photo avec mon téléphone. Je l'avais gardée. En mai, le relevé de la carte bancaire commune, celle à laquelle j'avais toujours eu accès parce que c'était moi qui avais ouvert le compte, montrait 3 virements vers un compte que je ne reconnaissais pas. Presque 9000 € en 4 mois. J'avais copié les références. Je les avais conservées. En juillet, j'avais découvert sur l'ordinateur du bureau, à la maison, là où Michel travaillait quand il était à Lyon, un contrat de location. Un appartement à Paris, dans le 9e arrondissement. Signé par mon mari pour une locataire nommée Isabeau Renard, 23 ans, étudiante en mode. J'avais imprimé le document. Je l'avais rangé. Je gardais tout. Mais à ce moment-là, je n'avais encore rien fait. Parce que je ne comprenais pas encore toute l'étendue réelle de ce qui se passait. Et surtout parce que je voulais comprendre quelque chose de plus important encore, ce que Michel faisait avec notre entreprise. Notre entreprise. Celle née avec l'argent de l'héritage de ma mère. Celle où j'étais associée à hauteur de 50%. Celle qui, ces 2 dernières années, avait généré davantage de bénéfices que pendant toute autre période de son histoire. 3 semaines avant mon anniversaire, j'avais donc fait quelque chose que Michel n'aurait jamais imaginé. J'avais pris rendez-vous avec un avocat. Pas n'importe lequel. Maître Fontaine, spécialiste du droit des sociétés et du divorce contentieux, recommandé par mon amie Hélène, qui avait vécu une histoire voisine des années plus tôt. Je m'étais rendue à son cabinet un jeudi matin, pendant que Michel était à Paris. J'étais arrivée avec une chemise cartonnée remplie de documents, factures, relevés, contrats de location, photographies, copies de mouvements bancaires et même un bilan complet des actifs de l'entreprise que j'avais moi-même commencé à reconstituer en secret. Je lui avais posé une seule question. « Maître, si mon mari essaie de me retirer de la société que j'ai fondée avec mon propre argent, qu'est-ce qui se passe ?» Il avait ouvert le dossier. Il avait parcouru les documents pendant quelques minutes. Puis il avait retiré ses lunettes et il m'avait regardé avec une calme gravité. « Madame Moreau, avec ce que vous m'apportez aujourd'hui, ce n'est pas lui qui va vous retirer quoi que ce soit. C'est vous qui allez lui retirer absolument tout. » C'est à ce moment-là que le plan avait réellement commencé. Pas le soir de mon anniversaire. Pas dans le jardin. Pas devant la robe rouge et l'enveloppe. Non. Le plan avait commencé là, dans ce cabinet silencieux du centre de Lyon, 3 semaines plus tôt, quand j'avais compris que je n'étais pas folle, que je n'étais pas jalouse, que je n'étais pas dramatique. J'étais une femme trompée, oui. Mais j'étais surtout une associée légalement protégée face à un homme qui avait commis l'erreur classique des arrogants, croire qu'il était le seul à savoir compter. Quand Michel avait organisé ma fête, je savais déjà ce qu'il préparait. Pas chaque détail, pas encore. Mais je savais l'essentiel, il voulait me désorienter. Il voulait me faire réagir. Il voulait que je perde mon calme devant témoin. Il voulait que je devienne l'épouse blessée, excessive, hystérique, de manière à pouvoir ensuite utiliser cette image contre moi pendant le divorce et dans la procédure visant l'entreprise. Mais je n'avais rien fait de tout cela. Parce que j'avais déjà Maître Fontaine. Parce que j'avais déjà des pièces. Parce que j'avais déjà compris que le silence, à ce stade, était une arme. Ce que je n'avais pas encore montré à qui que ce soit, c'était ce que j'avais découvert un soir de juillet en feuilletant distraitement de vieux relevés comptables pendant que l'eau du thé chauffait. Une simple ligne. Une seule ligne dans un tableau. Le genre de ligne qu'on peut rater si l'on ne connaît pas les comptes presque par cœur. Un virement régulier, mensuel, discret, vers une société dont je n'avais jamais entendu parler, domaine de la clarté, importation de vin, Marseille. J'avais noté le nom sur un petit papier. Je l'avais glissé dans mon carnet. Et j'avais attendu. Pourquoi Michel envoyait-il de l'argent chaque mois vers cette société depuis près de 2 ans? Pourquoi ce paiement apparaissait-il toujours sous une étiquette vague « frais opérationnels divers » sans aucune explication? Et pourquoi, chaque fois que je revenais sur cette ligne, j'avais cette sensation que derrière elle se cachait quelque chose de bien plus grand qu'une simple irrégularité comptable? Quelqu'un savait. Quelqu'un forcément savait. Et cette personne n'était pas loin.
Ce que j'allais découvrir dans les jours qui ont suivi mon anniversaire allait me couper le souffle. Pas seulement à cause de la trahison de Michel. Celle-là, au fond, je l'avais déjà admise. Non. Il y avait une autre trahison. Une trahison plus ancienne, plus profonde, plus intime parce qu'elle venait de quelqu'un qui avait mangé à ma table pendant 30 ans. Quelqu'un dont mes enfants prononçaient le prénom depuis leur enfance comme celui d'un oncle. Quelqu'un en qui Michel avait une confiance totale. Et c'est précisément pour cela que cette trahison allait devenir l'arme la plus puissante de toute cette histoire. Après qu'une femme a été humiliée en public, tout le monde s'attend à ce qu'elle pleure. Qu'elle appelle ses amis. Qu'elle poste quelque chose sur les réseaux sociaux. Qu'elle débarque chez la nouvelle compagne de son mari. Qu'elle envoie des messages furieux à 3 heures du matin. C'est le scénario que les hommes comme Michel écrivent dans leur tête avant même de passer à l'acte. Ils provoquent, ils attendent la réaction, puis ils utilisent cette réaction pour se justifier. Vous voyez ? C'est pour ça que je suis partie. Elle est instable. Elle est impossible. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Pendant les 3 jours qui ont suivi mon anniversaire, je suis restée dans un silence absolu. Je n'ai répondu ni au message de Michel, qui demandait quand j'allais signer les papiers du divorce, ni à ses appels. Je ne me suis pas présentée à l'entreprise. Je n'ai presque parlé à personne, sauf à Maître Fontaine et à ma fille Camille. Je l'avais appelée chez moi le lendemain matin. Elle avait les yeux rougis par les larmes et la rage. Je lui avais demandé une seule chose, fais-moi confiance. Ne fais rien pour l'instant. Elle m'avait regardée comme si elle ne me reconnaissait pas. Maman, il t'a humiliée devant tout le monde. Comment tu fais pour rester aussi calme ? Je lui avais répondu avec une conviction qui n'était pas encore complètement installée en moi, mais dont je savais déjà qu'elle était juste, parce que le silence d'une femme tranquille fait plus peur que les larmes d'une femme paniquée. Et c'était vrai. 2 jours plus tard, Michel m'avait appelé 6 fois dans la même journée. Il n'attendait pas ça. Il attendait les cris. Il attendait que je débarque au bureau en furie. Il attendait que je monte à Paris. Il attendait que je lui donne la scène qu'il pourrait retourner à son avantage. Mais le silence le rendait nerveux. Et la nervosité pousse les gens comme lui à commettre des erreurs. L'après-midi du 3e jour, Maître Fontaine m'avait appelé. « Madame Moreau, nous avons reçu la notification officielle de l'avocat de votre mari. Il lance la procédure de divorce. Il demande également la dissolution de la société pour cause de désaccords stratégiques entre associés. » J'avais écouté ces mots et j'avais souri pour la première fois depuis la soirée de mon anniversaire. « Parfait », avais-je répondu. C'est exactement ce que j'attendais. Parce que Michel venait de faire sa première erreur officielle. En déposant la procédure sans attendre ma réaction, sans chercher à négocier, sans savoir ce que j'avais déjà réuni, il activait un terrain juridique pour lequel, moi, j'étais prête. La première étape de mon plan consistait précisément à cela, le laisser croire qu'il avait le contrôle total. Tant qu'il le croyait, il ne se protégeait pas. Et tant qu'il ne se protégeait pas, moi, j'accumulais. Maître Fontaine avait découvert quelque chose que Michel avait visiblement oublié ou qu'il avait ignoré par arrogance. Dans l'ensemble des documents de création de l'entreprise, mon nom figurait comme associée fondatrice avec un apport de capital personnel prouvé, 120 000 € issus de l'héritage de ma mère, enregistré chez le notaire en 2003. Toute tentative de dissolution devrait donc reconnaître ce fait. Mais il y avait plus grave encore. Les virements effectués par Michel vers le compte lié à l'appartement d'Isabeau Renard ne provenaient pas de son compte personnel. Ils provenaient du compte de l'entreprise. 18 000 € en 4 mois. L'argent de la société utilisé pour loger sa maîtresse. Cela avait un nom très précis dans le droit français. Et ce nom allait bientôt apparaître devant un juge. La première étape était donc lancée. Et c'est précisément là que je vais m'arrêter pour l'instant. Parce que le lendemain matin, un jeudi froid et gris, Maître Fontaine m'a convoqué à son cabinet en personne. Pas par téléphone. Pas par mail. En personne. Et quand un avocat demande à vous voir sans vous expliquer pourquoi, c'est en général parce que ce qu'il a découvert ne peut pas être annoncé autrement. À 9 heures précises, j'étais assise devant lui. Sur la table, il y avait 3 dossiers.
Et à côté de lui, un homme que je ne connaissais pas encore. Cinquantaine discrète, cheveux gris, costume gris, visage neutre, le type d'homme qui a l'habitude de regarder des catastrophes sans changer d'expression. Maître Fontaine a posé une main sur le premier dossier et a dit « Madame Moreau, je vous présente Bernard Clerc, expert comptable judiciaire. Je l'ai mandaté pour analyser les mouvements financiers de votre entreprise sur les 3 dernières années. J'ai regardé les dossiers. Puis Bernard Clerc. Puis mon avocat. Et j'ai compris, avant même qu'un mot de plus soit prononcé, que ce que j'allais entendre dépasserait largement une simple aventure avec une fille de 23 ans. Bernard Clerc a ouvert le premier dossier avec une lenteur presque chirurgicale. Il ne cherchait pas à dramatiser. Il n'en avait pas besoin. Les chiffres faisaient ce travail à sa place. Il a posé son doigt sur une série de lignes, toutes espacées de 30 jours, toutes d'un montant suffisamment discret pour passer sous le radar de quelqu'un qui ne connaît pas la respiration intime d'une entreprise. Mais moi, je la connaissais. J'avais vécu avec ses comptes pendant plus de 20 ans. J'avais signé les premières lignes de crédit. J'avais assisté aux saisons bonnes et mauvaises. Je savais comment notre société bougeait, comme on sait comment respire quelqu'un qu'on a aimé longtemps. Et ce que je voyais là n'était pas de la respiration. C'était une hémorragie lente. Madame Moreau, a dit Bernard Clerc, votre mari détourne des ressources de l'entreprise de manière irrégulière depuis au moins 2 ans. 2 ans. Pas 6 mois. Pas depuis l'arrivée d'Isabeau. 2 ans. Cela voulait dire qu'avant même la robe rouge, avant même les hôtels parisiens, avant même les sourires nerveux et les retours du mardi, Michel avait déjà commencé à construire quelque chose derrière mon dos. J'ai baissé les yeux sur les tableaux. Des virements répétés. Des montants lissés. Des libellés vagues. Des frais d'exploitation, des honoraires externes, des régularisations temporaires. Tout avait l'air techniquement propre. C'était même ça, le plus glaçant. Il ne volait pas en laissant des traces grossières. Il volait en homme qui pensait ne jamais l'être regardé de près. Je lui ai demandé combien. Bernard Clerc a retiré ses lunettes, a pris une inspiration, puis a répondu d'une voix parfaitement calme, entre les détournements directs, les contrats redirigés et les pertes subies par l'entreprise du fait du transfert de clients stratégiques, nous estimons le préjudice entre 240 et 300 000 euros. Je n'ai pas réagi immédiatement. Pas parce que je ne comprenais pas la somme. Au contraire. Je la comprenais trop bien. 300 000 euros, ce n'était pas un chiffre abstrait. C'était l'héritage de ma mère transformé en structure. C'était des années de travail. Des salons professionnels. Des renoncements. Des fins de semaine perdues à relancer des clients. Des nuits où je l'avais soutenu quand il doutait de tout. Il ne s'était pas contenté de me tromper. Il avait essayé de me voler l'histoire entière de ma vie. Puis Bernard Clerc a ouvert le 2e dossier. Et là, la trahison a changé de visage. Il a sorti un extrait du registre des actionnaires d'une société installée à Marseille. Domaine de la Clarté. Le même nom que j'avais noté des semaines plus tôt dans mon carnet. Le même nom qui me revenait sans cesse comme un éclat de verre sous la peau. Il a posé le document devant moi. J'ai lu. Et le monde a semblé se déplacer d'un demi-centimètre sous mes pieds. Le nom associé à cette société était celui de Rémi Castellan. Rémi. Le meilleur ami de Michel. Le parrain de notre fils cadet, Antoine. L'homme qui avait assisté à notre mariage. Celui qui avait mangé à ma table des centaines de fois. Celui qui disait toujours en entrant chez nous, « Élise, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon ?» avec ce ton chaleureux que j'avais confondu pendant 30 ans avec de l'affection. Mes enfants avaient grandi avec lui. Il avait passé des Noëls chez nous. Il connaissait la disposition de notre maison les yeux fermés. Et pendant que je lui servais du vin et que je débarrassais les assiettes, il construisait avec mon mari une entreprise concurrente destinée à absorber les actifs, les clients, le savoir-faire et à terme la valeur de la société que j'avais aidé à créer. Michel ne détournait donc pas seulement de l'argent. Il organisait une extraction progressive. Une fuite. Une opération de vidage lente et calculée. Les virements mensuels vers Marseille n'étaient pas des dépenses obscures. Ils finançaient une structure de secours. Une issue de repli.
Une entreprise miroir, prête à récupérer ce qui restait vivant chez nous quand, juridiquement, Michel m'aurait poussé dehors ou m'aurait neutralisé par le divorce. C'était si méthodique que cela en devenait presque clinique. Il ne se contentait pas de me quitter. Il préparait ma disparition économique. J'ai demandé depuis quand Rémi était impliqué. Bernard Clerc a répondu sans détour, au minimum 22 mois. 22 mois. Pendant 22 mois, cet homme avait serré mes mains, embrassé mes joues, demandé des nouvelles de mes petits-enfants, tout en aidant Michel à siphonner notre entreprise. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la fenêtre. Dehors, Lyon continuait comme toujours. Des gens traversaient. Un bus passait. Le Rhône brillait au loin. Tout semblait inchangé. Et pourtant, à cet instant précis, quelque chose d'irréversible avait déjà eu lieu. Je ne perdais pas seulement un mari. Je perdais l'illusion de tout un cercle. Quand je me suis rassis, Bernard Clerc a pris le 3e dossier. Cette fois, il a hésité légèrement avant de parler. Ce détail, chez un homme aussi mesuré, m'a davantage inquiété que n'importe quel chiffre. Madame Moreau, ce que je vais vous montrer maintenant dépasse strictement le cadre comptable. Mais Maître Fontaine estime que vous devez le voir immédiatement. Ce dossier contenait des échanges récupérés sur l'ordinateur professionnel de l'entreprise. Mon fils Thomas, avec l'encadrement légal approprié, avait pu extraire des courriels envoyés par Michel vers toute adresse liée au domaine de la Clarté et à Rémi Castellan. Je n'avais encore rien lu. Je n'en avais pas eu la force. Bernard Clerc m'a tendu une copie imprimée d'un courriel daté de 11 mois avant mon anniversaire. Envoyé un lundi soir à 23h45. Michel écrivait à Rémi avec un calme qui m'a fait plus mal que si j'avais lu de la haine. Il décrivait un plan. Pas une impulsion. Pas un égarement. Un plan. Il parlait du divorce comme d'une opération stratégique. Il parlait de ma fête d'anniversaire comme d'une mise en scène utile. Il écrivait qu'une humiliation publique devant témoins créerait le contexte idéal pour me pousser à une réaction émotionnelle exploitable. Il parlait déjà de la procédure qui suivrait. Il envisageait d'utiliser ma supposée instabilité pour demander mon éviction de la gestion de la société. Et il concluait par une phrase qui, encore aujourd'hui, résonne en moi avec une netteté glaciale: quand le divorce sera prononcé, j'ai besoin que le domaine soit entièrement à ton nom. Élise ne doit avoir accès à rien de tout ça. Il avait tout prévu. La robe rouge, l'enveloppe, le jardin, les témoins, le calendrier, les dépôts juridiques, même le rythme de mes possibles réactions. Pendant 11 mois, il m'avait regardé vivre, cuisiner, sourire, organiser, aimer, tout en sachant ce qu'il préparait. Il avait dormi dans notre lit avec un scénario déjà écrit dans sa tête. À cet instant, la douleur a changé de nature. Ce n'était plus la douleur d'une femme trahie. C'était celle d'une femme à qui l'on révélait qu'elle avait vécu au centre d'un décor truqué sans en connaître le script. Je suis rentrée chez moi avec les 3 dossiers dans ma sacoche. Je les ai posés sur la table de la cuisine. J'ai regardé par la fenêtre le jardin où, 3 semaines plus tôt, il y avait des lumières dorées, des fleurs blanches et un gâteau à 3 étages. Puis j'ai repris mon carnet. Et j'ai écrit la 3e étape. Parce qu'à ce stade, je ne voulais plus seulement me défendre. Je voulais reprendre l'avantage. Il me fallait une faille. Une personne que Michel n'avait pas prévue dans mon camp. Et cette personne, à ma grande surprise, allait être celle que tout le monde aurait désignée comme mon ennemi naturel, Isabeau Renard. Je n'aimais pas Isabeau. Je n'avais aucune raison de l'aimer. Elle était le visage qui accompagnait l'humiliation. Elle était la robe rouge au milieu de mes fleurs blanches. Et pourtant, le soir de mon anniversaire, au milieu du choc, j'avais remarqué quelque chose que personne autour de moi ne cherchait à voir. Elle ne souriait pas vraiment. Ses épaules étaient légèrement refermées. Quand Michel avait prononcé les mots vieille et fanée, elle avait fermé les yeux une fraction de seconde. Un geste minuscule, presque imperceptible, mais suffisant pour moi. Ce n'était pas le geste d'une triomphatrice. C'était celui de quelqu'un qui a honte de la scène à laquelle elle participe et qui ne sait plus comment en sortir. 2 semaines après l'anniversaire, j'ai demandé à Camille de chercher tout ce qui était publiquement accessible sur Isabeau Renard.
Rien d'illégal. Rien d'invasif. Juste des éléments ouverts. Camille m'a regardé comme si je lui demandais de marcher dans du feu. Elle ne comprenait pas, mais elle m'a obéi. 2 jours plus tard, elle est revenue avec un petit dossier. Isabeau avait 23 ans. Elle venait d'une famille modeste de Toulouse. Elle avait obtenu une bourse pour étudier la mode à Paris. Elle avait rencontré Michel environ 1 an plus tôt, lors d'événements professionnels auxquels elle assistait comme stagiaire pour un média du secteur. Jusque-là, rien de très surprenant. Puis Camille m'a montré une interview qu'Isabeau avait accordée à un blog universitaire quelques mois auparavant. À une question sur les difficultés d'être jeune dans un milieu parisien codé et dur, Isabeau avait répondu « Le plus difficile, c'est que les gens ne vous prennent pas toujours au sérieux. Parfois, on réalise qu'on est utilisé bien plus que valorisé. Et quand on s'en rend compte, on a déjà investi trop de temps pour tout abandonner. » J'ai relu cette phrase plusieurs fois. 8 mois avant la fête, elle savait déjà. Peut-être pas tout. Mais assez pour sentir qu'elle n'était pas dans une histoire d'amour équilibrée. Il y avait dans ces mots quelque chose que les femmes, même séparées par 40 ans d'âge, peuvent reconnaître immédiatement chez une autre, la sensation d'être choisie pour une fonction plutôt que pour une vérité. J'ai dit à Camille, j'ai besoin de lui parler. Elle a posé sa tasse un peu trop fort. Maman, tu plaisantes ? C'était elle, dans le jardin. Avec lui. J'ai hoché la tête. Je sais. C'est précisément pour cela qu'il faut que je la voie. Établir le contact n'a pas été simple. Nous avons utilisé un message discret, transmis par un compte temporaire, disant simplement qu'il existait des informations importantes concernant l'homme avec qui elle vivait désormais. Elle a répondu. Pas tout de suite. Mais elle a répondu. Nous nous sommes rencontrés dans un café du 4e arrondissement, à Paris, un jeudi après-midi froid et pluvieux. J'étais arrivée en avance. Quand elle est entrée, elle m'a reconnue immédiatement. Elle s'est figée une seconde dans l'embrasure de la porte, comme quelqu'un qui envisage encore de fuir. Puis elle a respiré et elle est venue s'asseoir en face de moi. Elle n'avait pas la robe rouge. Elle portait un pull gris simple. Ses cheveux étaient attachés. Sans mise en scène, sans lumière de jardin, sans le bras de Michel autour d'elle, elle avait l'air plus jeune, plus fragile, presque épuisée. Je lui ai dit la vérité dès la première minute, je ne suis pas là pour t'attaquer. Je suis là parce que je crois que tu mérites de savoir avec qui tu vis vraiment. Elle ne m'a pas interrompue. J'ai sorti 3 documents de ma chemise. Les virements de l'entreprise qui finançait son appartement. Le courriel dans lequel Michel expliquait à Rémi qu'il fallait lui cacher le domaine de la clarté avant le divorce. Et un rapport établi à la demande de Maître Fontaine montrant que Michel avait déjà été marié avant moi, dans les années 1980, et que cette séparation avait donné lieu à un contentieux discret autour d'actifs déplacés avant un accord extrajudiciaire. Ce n'était donc pas un accident. C'était un schéma. Isabeau a lu en silence. Longtemps. La pluie tapait doucement contre les vitres. Le serveur passait entre les tables sans nous regarder. Paris continuait son mouvement comme si nous n'étions qu'une scène secondaire parmi des milliers d'autres. Quand elle a enfin refermé le dossier, elle a regardé son café, puis la fenêtre. Et elle m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Je lui ai répondu « Rien que tu ne veuilles pas donner toi-même. Mais si un jour tu décides de dire la vérité sur ce que tu sais, je veux que tu saches une chose, tu auras un soutien. » Elle n'a pas promis. Elle n'a pas juré. Elle n'a pas fondu en larmes. Mais avant de partir, elle a posé sa main sur la mienne une seule seconde. Et j'ai compris. Elle n'était pas mon amie. Pas encore. Peut-être jamais. Mais elle n'était plus l'alliée tranquille de Michel non plus. La 3e étape de mon plan n'était pas de la transformer en confidente. C'était simplement d'introduire en elle une vérité impossible à désapprendre. Et une fois qu'une vérité de cette taille entre dans une relation fondée sur le mensonge, le temps commence à travailler pour vous. La 4e étape relevait du droit pur. À la demande de Maître Fontaine, j'ai déposé officiellement, en tant qu'associé détenant 50% de la société, une requête d'audit légal portant sur les 3 dernières années comptables. À partir de ce moment-là, tous les mouvements significatifs de l'entreprise étaient placés sous surveillance formelle.
Michel ne pouvait plus vendre un actif, déplacer un contrat stratégique, vider un compte ou maquiller une ligne sans produire de traces exploitables. Il était juridiquement ralenti. Mieux encore, il ne s'en rendait pas encore compte entièrement. La notification devait lui être remise à une date précise. Par un hasard. Pas dès que possible. Une date choisie avec soin. Une date qui coïncidait avec un événement auquel Michel tenait énormément, quelque chose qu'il attendait avec impatience depuis des mois. Une soirée où il voulait être applaudi, reconnu, admiré. Et c'est exactement là, au moment où il penserait enfin pouvoir briller sans moi, que le premier péane visible de sa façade allait commencer à se fissurer. Mais avant cela, un autre homme commençait déjà à vaciller. Rémi Castellan avait un problème que je n'avais pas encore mesuré au départ. En fouillant plus loin dans la correspondance et les pièces annexes, Thomas avait découvert qu'il devait de l'argent à des investisseurs privés depuis l'échec d'un projet précédent. Le domaine de la clarté n'était pas seulement une structure de secours pour Michel. C'était aussi la bouée de Rémi. Sans flux, sans clients détournés, sans argent issu de notre entreprise, sa propre survie devenait fragile. Et un homme fragile coopère parfois plus vite qu'un homme loyal. Maître Fontaine m'a dit ce soir-là, avec ce ton parfaitement posé qui m'aidait à respirer, ne contactez pas Castellan directement. Faites-lui simplement comprendre, par les canaux appropriés, qu'il existe une différence considérable entre un complice sous investigation et un témoin qui coopère librement. Cette phrase-là a changé quelque chose dans l'équilibre du jeu. Parce qu'à partir du moment où Rémi comprendrait qu'il risquait de couler avec Michel, l'amitié de 30 ans cesserait d'être un rempart. Elle deviendrait un poids. L'information lui est parvenue le lundi suivant. Le mardi matin, son avocat appelait déjà le cabinet de Maître Fontaine. Rémi voulait parler. Et quand on m'a annoncé cela, je n'ai pas ressenti de joie. Seulement une impression très nette, le premier mur venait de céder. Michel croyait encore être l'architecte de tout. Il ne savait pas encore que ses propres fondations commençaient à parler. Je n'ai pas assisté personnellement à la première conversation entre Rémi Castellan et Maître Fontaine. Je n'en avais pas besoin. À ce stade, il ne s'agissait plus d'émotion. Il s'agissait de structure. Chaque soir, mon avocat m'appelait à heure fixe et me résumait les faits avec cette sobriété presque médicale qui, plus les jours passaient, devenait pour moi une forme de respiration. Rémi avait commencé par nier l'essentiel, puis par minimiser, puis par corriger ses propres minimisations. C'est ainsi que les digues cèdent. Pas d'un seul coup. Par fissure. Par glissement. Par fatigue. Ce qu'il a fini par confirmer dépassait même ce que nous avions déjà prouvé. Oui, Michel avait organisé les détournements. Oui, le domaine de la clarté avait été conçu comme une structure parallèle pour absorber progressivement les contrats et les actifs les plus rentables de notre société avant le divorce. Oui, l'objectif était qu'au moment où la dissolution ou le conflit de gouvernance éclaterait, je me retrouve juridiquement affaibli, moralement déstabilisé et économiquement privé de levier. Mais Rémi a livré quelque chose de plus précieux encore que des confirmations comptables. Il a remis une série de messages vocaux que Michel lui avait laissés au fil des mois. Ces enregistrements, Rémi les avait conservés par prudence. Sans doute comme on garde une assurance dans un tiroir, au cas où l'associé d'aujourd'hui deviendrait le problème de demain. Quand Maître Fontaine me les a fait écouter dans son bureau, un soir de novembre, la pluie frappait les vitres et la lampe de son bureau projetait une lumière jaune sur les boiseries. Je me souviens de tout. Du bruit de la pluie. De ma main fermée sur la coudoir. De ma propre respiration devenue plus lente au moment où j'ai entendu la voix de Michel. Il parlait d'un ton détendu. C'est cela qui m'a le plus glacé. Il ne parlait pas comme un homme en faute. Il parlait comme un homme en contrôle. Il décrivait ma fête d'anniversaire comme une scène. Il disait qu'il fallait choisir le bon public. Il expliquait qu'une humiliation bien placée devant la famille, les amis, les enfants, créerait un déséquilibre émotionnel dont on pourrait ensuite tirer parti devant un tribunal. Dans un message laissé 6 semaines avant mon anniversaire, il riait même brièvement avant de dire « Une femme comme Élise ne supportera pas sa s'entraquer. Et quand elle craquera, tout sera plus simple. » Une femme comme Élise. J'ai réécouté cette phrase 3 fois. Pas parce qu'elle me blessait encore.
mais parce qu'elle révélait l'erreur centrale de Michel. Il croyait me connaître parce qu'il m'avait vu pendant 35 ans tenir cette maison, cette famille, cette entreprise, en absorbant sans bruit les chocs. Il avait interprété ma patience comme une soumission, ma douceur comme une faiblesse, ma loyauté comme une incapacité à frapper. Il ne comprenait pas que les femmes qui savent tenir longtemps savent aussi attendre longtemps, et que celles qui attendent juste assez finissent souvent par gagner. Rémi a également remis des échanges écrits montrant à quel point Michel avait planifié l'après. La maison de Lyon devait être vendue rapidement après le divorce. Certains contrats clés de notre entreprise devaient être redirigés naturellement vers Marseille par le biais de clauses de transition. 2 employés de confiance avaient déjà été discrètement approchés pour rejoindre la structure parallèle si les choses tournaient bien. Et surtout, Michel comptait sur un point très précis, il croyait que l'humiliation publique me pousserait à réclamer un départ émotionnel, un arrangement rapide, une sortie propre. Il pensait que je voudrais seulement disparaître. Il n'avait jamais envisagé que je puisse vouloir rester et ouvrir tous les dossiers. C'est là qu'est née la 5e étape de mon plan. Non plus seulement documenté, non plus seulement bloqué, mais exposé. Pas de manière théâtrale. Pas dans un élan de vengeance désordonnée. Je voulais une exposition nette, légale, irréfutable. Michel avait utilisé le public comme arme. J'allais utiliser le réel comme scène. Et le réel, quand il est correctement préparé, humilie bien plus durablement qu'un cri. L'occasion s'est présentée presque d'elle-même. Chaque année, à la fin de novembre, la Chambre régionale du commerce de Lyon organisait un gala réunissant chefs d'entreprise, investisseurs, partenaires historiques, responsables bancaires et presse économique locale. Michel adorait cette soirée. Il y allait depuis plus de 15 ans. Il aimait les costumes sombres, les poignées de main appuyées, les conversations feutrées autour des chiffres, l'impression d'appartenir à un monde où la maîtrise se confond avec la valeur. Cette année-là, il devait recevoir une distinction pour le développement régional de notre entreprise dans le secteur de l'importation. Notre entreprise. Celle qu'il était en train de vider. Quand Maître Fontaine m'a rappelé la date du gala, j'ai immédiatement compris. C'était là. Pas parce que je voulais faire un scandale. Justement non. Parce que tout y serait officiel, cadré, documenté. Parce que Michel y viendrait certain de son image. Parce qu'il y serait entouré non d'amis complaisants, mais d'acteurs institutionnels, banquiers, juristes, représentants de la Chambre, journalistes spécialisés, dirigeants d'autres maisons. Des gens pour qui les mots abus de biens sociaux, détournement d'actifs et fraude de gouvernance n'étaient pas des drames privés, mais des catégories lourdes de conséquences. Nous avons donc préparé minutieusement ce qui devait se passer avant même que je mette un pied dans cette salle. Maître Fontaine a finalisé la requête d'audit renforcé. Bernard Clerc a consolidé les pièces comptables. Le courrier recommandé officialisant certaines contestations internes a été programmé pour être réceptionné par Michel le matin même du gala. Et surtout, les avocats de Rémi, en échange d'une coopération encadrée, ont transmis une attestation partielle accompagnée de copies de messages et de relevés validant l'existence de la structure parallèle. Tout cela devait créer un effet simple. Au moment où Michel montrait sur scène comme dirigeant exemplaire, le sol juridique sous ses pieds aurait déjà commencé à se dérober. Il manquait encore une inconnue, Isabeau. Je ne l'avais pas revue depuis notre café parisien. Je ne savais pas ce qu'elle ferait. Je ne savais même pas si elle était restée avec lui après avoir lu les documents. Puis, 4 jours avant le gala, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Une phrase seulement, je ne serai pas avec lui jeudi. Et s'il ment encore, j'ai gardé des choses. J'ai lu ce message plusieurs fois. Je n'ai pas répondu immédiatement. Puis j'ai écrit simplement « Merci ». Le jeudi du gala, je me suis habillée avec un soin que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Pas pour lui. Pas pour la salle. Pour moi. J'ai choisi une robe ivoire sobre, une veste structurée, des boucles discrètes que ma mère portait autrefois. Camille est venue chez moi en fin d'après-midi. Elle m'a aidée à fermer la robe. Ses mains tremblaient légèrement. Elle m'a regardée dans le miroir et elle a murmuré « Tu es magnifique ». J'ai posé ma main sur la sienne et j'ai répondu « Non ». Je suis prête.
Quand je suis arrivée au gala, les salons étaient déjà pleins de lumière et de conversations contenues. Le personnel circulait avec des plateaux. Les verres tintaient doucement. Les noms des entreprises s'échangeaient comme des cartes de visite invisibles. Je sentais les regards. Pas tous hostiles. Beaucoup curieux. Mon humiliation du mois précédent avait circulé plus loin que Michel ne l'imaginait sans doute. Dans ce milieu, les gens savent tout, ou presque, et surtout ce qu'ils ne savent pas, ils le reconstituent vite. Plusieurs personnes sont venues me saluer avec une politesse mesurée. Certains avaient le regard embarrassé de ceux qui ont assisté de loin à quelque chose de laissant intervenir. D'autres, plus rares, m'ont serré la main avec une sincérité silencieuse. Michel est entré 20 minutes plus tard. Seul. Déjà, cela disait quelque chose. Son regard a balayé la salle, puis m'a trouvé. Il s'est figé une fraction de seconde. Il ne s'attendait pas à me voir là. Pas debout. Pas droite. Pas calme. Encore moins habillé comme une femme qui vient reprendre sa place et non mendier une explication. Il s'est rapidement recomposé, comme savent le faire les hommes qui ont longtemps vécu de façade, puis il a traversé la salle vers moi avec ce demi-sourire professionnel qu'il réservait aux situations délicates. « Élise » a-t-il dit doucement, comme si nous étions seuls dans notre cuisine et non au milieu d'un salon rempli d'observateurs. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » J'ai soutenu son regard. « Tu aurais dû cesser depuis longtemps de penser à ma place. » Il a eu un léger tressaillement, presque imperceptible. Puis il a voulu reprendre l'ascendant en baissant encore la voix. « Nous pouvons éviter tout ça. Il suffit que tu signes et qu'on règle les choses proprement. » Ce mot « proprement » m'a presque fait sourire. J'ai répondu « C'est exactement ce que je suis venu faire. » Il n'a pas compris. Pas encore. C'était visible. Il croyait toujours parler à la femme du jardin, à celle qu'il avait laissée partir avec une enveloppe et des larmes retenues. Il ne voyait pas encore que, depuis ce soir-là, j'avais changé de territoire. Un animateur a alors demandé aux invités de prendre place pour la remise des distinctions. Les conversations se sont déplacées vers la grande salle. Michel a été appelé à la table d'honneur, parmi les dirigeants mis en avant. Moi, je me suis assise quelques rangs plus loin, au centre, là où l'on voit bien la scène et où l'on peut être vu d'elle. Le président de la Chambre a prononcé son discours. Il a parlé d'innovation, de résilience, d'ancrage régional, de confiance des partenaires. Puis il a annoncé la distinction de Michel Moreau pour la constance et l'exemplarité de sa trajectoire entrepreneuriale. J'ai observé Michel se lever. Costume bleu nuit. Mâchoire sûre. Démarche parfaitement maîtrisée. Il a monté les marches sous les applaudissements. Pendant une seconde, j'ai repensé au jardin, à l'enveloppe, à la robe rouge, à sa certitude d'être l'auteur du récit. Puis j'ai regardé Maître Fontaine, assis à ma gauche 2 rangs derrière. Il a incliné à peine la tête. Le signal. Au moment où Michel prenait la distinction dans les mains et s'approchait du pupitre, un membre de l'organisation est monté vers le président avec un visage soudain changé. Il lui a glissé quelques mots. Le président a pâli, très légèrement, puis s'est tourné vers le coordinateur juridique de l'événement, présent ce soir-là en tant que partenaire institutionnel. Sur le côté de la salle, 2 autres hommes en costume se sont rapprochés. Rien de spectaculaire. Aucun cri. Aucune course. Juste ce déplacement minuscule que seuls les gens entraînés à lire les rapports de force remarquent immédiatement. Michel a commencé à parler malgré tout. Je voudrais remercier. Puis sa voix s'est arrêtée. Parce qu'au fond de la salle, les portes venaient de s'ouvrir sur un huissier mandaté, accompagné d'un représentant du tribunal de commerce et d'un officier de police économique chargé d'une remise de notifications complémentaires liées à une plainte en cours de formalisation. La salle s'est figée. Il n'y a rien de plus assourdissant qu'un silence de notables qui comprennent soudain qu'ils sont peut-être assis devant le début d'une chute officielle. Le président s'est avancé, embarrassé, et a pris le micro. Il a annoncé, avec une prudence extrême, qu'un élément juridique imprévu imposait la suspension momentanée de la séquence. Pendant ce temps, sur scène, Michel restait debout, distinction à la main, visage soudain vidé de couleur.
L'huissier lui a remis les documents devant témoin. Pas une rafale de feuilles. Quelques pages seulement. Mais je savais ce qu'elles contenaient, contestation formelle de certains actes de gestion, signalement des transferts non autorisés, notification de l'audit renforcé, éléments préparatoires à une action pour abus de biens sociaux et détournement d'actifs. La distinction qu'il tenait toujours dans sa main semblait maintenant ridicule, presque obscène. Il a tourné la tête vers la salle, puis vers moi. Et c'est là que pour la première fois depuis le jardin, j'ai vu autre chose que de l'arrogance dans ses yeux. J'y ai vu du calcul paniqué. La conscience brutale qu'il n'était plus seul à tenir le dossier. Qu'il y avait des pièces, des signatures, des traces, des alliés. Et surtout, qu'il n'avait plus le monopole du récit. Il a voulu dire quelque chose. Il a entrouvert la bouche. Mais à cet instant précis, un autre coup est tombé. Le coordinateur juridique de la Chambre, déjà informé discrètement par Maître Fontaine plus tôt dans la journée, a annoncé qu'en attendant clarification, toute mise en avant institutionnelle liée à la société Moreau et Fils était suspendue. Un murmure a traversé la salle. Cette fois, c'était visible, réel, irrécupérable. Dans le monde de Michel, perdre de l'argent est grave. Perdre la face devant des gens puissants l'est davantage. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas savouré. Je l'ai simplement regardé vivre ce qu'il avait voulu me faire vivre, le déplacement brutal du pouvoir social, public, en pleine lumière. La différence, c'est que moi, dans le jardin, j'étais innocente. Lui, sur cette scène, faisait face à ses propres actes. Puis un téléphone a vibré quelque part près de la table d'honneur. Ensuite un second. Puis un troisième. Les nouvelles circulaient déjà. Car au même moment, à Marseille, la coopération de Rémy venait d'enclencher une saisie conservatoire sur certains flux liés au domaine de la clarté. Et une banque partenaire, alertée par les contestations, gelait provisoirement plusieurs opérations en attente de justification. Le système entier qu'il avait construit reposait sur le mouvement discret. Dès qu'on y mettait de la lumière, tout ralentissait. Tout se voyait. Tout devenait lourd. Michel est descendu de scène sans discours. Aucun éclat. Aucun mot noble. Aucun geste théâtral. Seulement cette marche trop raide de l'homme qui comprend qu'il ne dirige plus la pièce. Il a tenté de venir vers moi, mais Maître Fontaine s'est levé avant lui. Il s'est interposé avec cette courtoisie glacée des gens qui n'ont pas besoin de hausser le ton pour rendre les limites claires. Toute communication passera désormais par nos cabinets respectifs, a-t-il dit. Michel l'a fixé. Puis il m'a regardé une dernière fois, comme s'il cherchait encore dans mon visage la femme docile qu'il croyait avoir épuisée. Il ne l'a pas trouvée. Et c'est à ce moment-là, alors que la salle bourdonnait déjà de rumeurs feutrées et de regards évités, que mon téléphone a vibré. Un nouveau message d'Isabeau. Une photo. On y voyait plusieurs boîtes d'archives, 2 classeurs et une clé USB posée sur une table en bois clair. En dessous, une seule phrase, il gardait ça dans l'appartement de Paris. Je les remets demain matin. J'ai regardé l'écran quelques secondes. Puis j'ai levé les yeux vers la scène vide où Michel venait, sans le savoir encore complètement, de perdre bien plus qu'un trophée. Il venait de perdre le contrôle de la suite. Je suis rentrée du gala tard dans la nuit. Lyon était humide, presque silencieuse, avec cette lumière orangée qui donne aux façades une douceur trompeuse. J'ai posé mes clés sur la console de l'entrée, enlevé mes chaussures dans le couloir et je suis restée quelques secondes immobile dans le noir du salon. Pas pour reprendre mon souffle. Pour mesurer le basculement. Pendant des semaines, j'avais avancé dans l'ombre, dossier après dossier, preuve après preuve, sans certitude absolue sur ce que donnerait le premier choc public. Mais maintenant, il avait eu lieu. Et Michel, pour la première fois, savait que je n'étais plus la femme qu'il pouvait scénariser. Je n'ai pas bu de vin cette nuit-là. Je ne voulais rien qui brouille ma pensée. J'ai fait chauffer de l'eau, préparé une tisane et je me suis installée à la table de la cuisine avec mon carnet. J'ai relu les 7 étapes. Les 4 premières étaient accomplies. La 5e venait de commencer à produire ses effets. Mais quelque chose avait changé dans ma manière de les regarder.
Au départ, j'avais écrit ces lignes comme on construit un pont pour traverser une catastrophe. Désormais, ce n'était plus seulement un pont. C'était une architecture complète. Chaque personne bougeait. Chaque silence parlait. Chaque geste avait désormais une conséquence mesurable. À 7h12 le lendemain matin, mon téléphone a vibré. C'était Maître Fontaine. Sa voix était plus tendue que d'habitude, ce qui, chez lui, signifiait déjà beaucoup. Madame Moreau, Isabeau a bien pris contact avec notre cabinet. Elle souhaite remettre des éléments matériels ce matin. Et je pense que vous devriez être présente. Je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement répondu « J'arrive ». Le cabinet était encore calme quand je suis entrée. La secrétaire m'a conduit directement dans la petite salle de réunion du fond, celle où l'on recevait les dossiers sensibles. Isabeau était déjà là. Elle portait un manteau beige trop fin pour la saison, les cheveux attachés à la hâte, le visage tiré comme quelqu'un qui n'avait pas dormi. À côté d'elle, sur la table, il y avait 2 classeurs, 3 enveloppes Kraft et une clé USB. Quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai vu quelque chose de radicalement nouveau dans son regard, ce n'était plus seulement de la gêne. C'était de la décision. « Je suis partie cette nuit », a-t-elle dit sans préambule. Sa voix était rauque. Après le gala. Il m'a rappelé 15 fois. Puis il est arrivé à l'appartement vers minuit. Il était hors de lui. Il criait. Il disait que tout venait de toi. Qu'on lui avait tendu un piège. Qu'il allait tout retourner contre toi. Et puis, elle s'est arrêtée. Maître Fontaine lui a laissé le temps. Et puis j'ai compris qu'il ne parlait plus comme un homme pris dans un accident. Il parlait comme quelqu'un qui avait l'habitude de mentir, d'assembler des versions, de distribuer les rôles. J'ai attendu qu'il s'endorme. J'ai pris ce que je pouvais porter. Je suis partie avant l'aube. Elle a ouvert le premier classeur. À l'intérieur, il y avait des copies de contrats, des baux, des relevés, des captures d'écran imprimées, des notes manuscrites de Michel et surtout un carnet noir à spirale. Un carnet de travail. Michel y notait, en écriture serrée, des échéances, des initiales, des montants et parfois des phrases complètes. J'ai reconnu son écriture immédiatement. Je l'avais vue sur les listes de courses, sur les cartes d'anniversaire aux enfants, sur les enveloppes de Noël. La voir ici, dans ce contexte, m'a fait un effet étrange. Comme si un homme avait laissé derrière lui la carte de ses propres fautes en croyant qu'elle resterait toujours dans un tiroir fermé. Maître Fontaine a commencé à feuilleter méthodiquement pendant que Bernard Clerc, appelé d'urgence, arrivait à son tour avec son ordinateur. Très vite, plusieurs éléments se sont détachés. Michel avait tenu un double suivi. D'un côté, les chiffres officiels présentés dans la comptabilité de la société. De l'autre, une comptabilité parallèle rudimentaire mais suffisante pour croiser certaines sorties, certains rendez-vous, certaines affectations de flux vers Marseille. Ce n'était pas assez propre pour un système professionnel. C'était exactement ce qu'on obtient quand un homme habitué à la maîtrise finit par croire qu'il n'a plus besoin de se cacher aussi bien qu'au début. L'arrogance laisse toujours une couture quelque part. Puis Isabeau a poussé vers nous la clé USB. « Ça, je ne l'ai jamais ouverte », a-t-elle dit. Il me demandait juste parfois de la garder dans mon tiroir du bureau. Il disait que c'était des sauvegardes personnelles. Bernard Clerc l'a insérée dans une machine isolée. Plusieurs dossiers sont apparus, scan de contrats, export bancaire, tableau Excel, copie de pièces d'identité et un répertoire audio. Maître Fontaine n'a pas commenté immédiatement. Il s'est contenté d'échanger un regard avec moi. Nous savions tous deux ce que cela signifiait, le centre de gravité du dossier venait de se déplacer encore. Nous n'étions plus dans la suspicion grave. Nous entrions dans la démonstration dense. Le premier fichier audio que nous avons ouvert contenait une conversation entre Michel et Rémi enregistrée à l'insu de l'un ou l'autre, il était difficile de le savoir immédiatement. On entendait des vers, un restaurant, du bruit de fond. Puis la voix de Michel, parfaitement distincte. Le plus important, c'est qu'elle signe vite. Une fois qu'elle signe, la maison part, les comptes se nettoient et on restructure. Si elle s'accroche, il faudra la fatiguer. J'ai fermé les yeux une seconde. Pas par faiblesse.
pour bien faire entrer la phrase en moi. Il ne parlait pas d'une associée adverse. Il parlait de moi comme d'un obstacle logistique. Une femme de 35 ans de vie commune transformée en variable de friction dans un plan de liquidation. Dans un autre fichier, plus court, Michel disait « Isabeau ne sait rien de la moitié des choses ». Et Élise, elle, croit encore qu'il s'agit d'une histoire de couple. Cette phrase-là a produit un silence particulier dans la pièce. Pas parce qu'elle nous apprenait quelque chose de nouveau, mais parce qu'elle résumait exactement la structure du mensonge. Il utilisait l'une pour distraire l'autre. Il utilisait le désir, l'âge, le narcissisme, la honte, comme des rideaux successifs pour cacher un plan financier. À cet instant précis, Isabeau a baissé la tête. Et, pour la première fois depuis notre rencontre, j'ai ressenti non pas de la compassion pure, mais quelque chose de plus complexe, la reconnaissance froide que nous avions été prises dans deux versions différentes du même piège. Le carnet noir contenait aussi des noms d'invités, des notes sur ma fête, et même une mention de la formule qu'il comptait utiliser. Il avait écrit « Lettre de divorce égale cadeau symbolique ». Choc public. Ne pas discuter ensuite. Il avait donc littéralement scénarisé la phrase. Le mot cadeau n'avait pas été improvisé. Il l'avait répété quelque part, seul, à l'avance, comme on répète une scène devant un miroir. J'ai senti une nausée rapide me traverser. Non pas à cause de la cruauté en soi, mais à cause de sa préparation presque appliquée. On se remet parfois plus difficilement de la préméditation que de la violence. À midi, le dossier avait déjà changé d'échelle. Maître Fontaine a suspendu la séance pour organiser la suite. Une partie des pièces devait être placée sous scellé privé en attendant leur transmission officielle. Une autre devait être recoupée par Bernard Clerc pour éviter toute contestation sur l'authenticité ou la chronologie. Et surtout, il devenait nécessaire de préparer ce que mon avocat appelait l'étape de retournement complet, faire passer Michel, dans l'espace juridique, du statut d'épouse offensif et dirigeant assuré à celui de personne mise en cause sur plusieurs fronts simultanés. Divorce, gouvernance, détournement, abus, fraude documentaire potentielle, atteinte aux intérêts sociaux. C'était exactement le genre d'empilement qu'un homme comme lui n'avait pas prévu parce qu'il avait compté sur une chose, ma fatigue. Mais je n'étais plus fatiguée. J'étais froide. Et cette froideur-là n'avait rien de cruel. C'était simplement la température exacte de la lucidité. Isabeau s'est levée pour partir vers 14 heures. Avant de remettre son manteau, elle s'est tournée vers moi. « Je ne vous demande pas de me pardonner », a-t-elle dit. « Je ne suis pas venue pour ça. » Je l'ai regardée longuement. Puis j'ai répondu « Je ne suis pas en train de distribuer des absolutions. Je suis en train de remettre de l'ordre. » Elle a hoché la tête, comme si cette phrase la soulageait davantage qu'un pardon. Puis elle est sortie. Je ne savais pas encore quel rôle exact elle jouerait ensuite. Mais je savais une chose, Michel venait de perdre son dernier espace vraiment contrôlé. Même l'appartement de Paris ne lui appartenait plus comme territoire sûr. Dans l'après-midi, Thomas est passé au cabinet. Je ne l'avais pas prévenu de la présence d'Isabeau. Il a compris dès qu'il a vu les dossiers étalés, les visages, les tasses de café froid, les post-ETS collés en marge des copies. Mon fils a toujours eu cette intelligence silencieuse des pièces. Il ne parle pas beaucoup quand les autres s'agitent. Il regarde. Il classe. Il comprend. Il a écouté le résumé de Maître Fontaine sans m'interrompre. Puis il a dit une seule phrase, s'il a gardé autant de choses, c'est qu'il a commencé à croire que personne n'oserait jamais ouvrir ses tiroirs. Cette remarque a changé quelque chose dans mon esprit, parce qu'elle touchait au cœur du problème. Michel n'avait pas seulement menti. Il avait progressivement cessé d'imaginer que j'étais une personne capable d'action autonome. Pour lui, j'étais devenue une présence structurelle. La maison, les repas, la stabilité, le fond, le décor. Il pensait que les décors ne bougent pas. Et c'est précisément pour cela qu'il les néglige. Le jour où le décor bouge, l'acteur principal oublie souvent son texte. Maître Fontaine a alors proposé de réunir, le lundi suivant, une séance formelle avec les banques concernées, le représentant judiciaire déjà saisi du volet d'audit et un notaire mandaté pour figer certains actifs dans l'attente des procédures.
En parallèle, il souhaitait déposer une extension des demandes déjà engagées. Plus les pièces entraient tôt dans le circuit officiel, moins Michel aurait d'espace pour réécrire l'histoire. Je l'ai laissé parler, organiser, structurer. C'était son génie. Le mien, à cet instant, consistait à tenir. À ne pas précipiter. À ne pas chercher le soulagement émotionnel d'un affrontement direct. Nous étions au-delà de cela. Le vendredi soir, Michel m'a laissé un message vocal. Le premier que j'ai écouté depuis le jardin. Sa voix était basse, contrôlée, presque tendre par endroits, comme si nous étions encore au stade où les tonalités pouvaient m'atteindre. Élise, tu fais une énorme erreur. Les gens autour de toi te montent la tête. Tu ne comprends pas ce que tu déclenches. Appelle-moi avant qu'il ne soit trop tard. J'ai laissé le message se terminer. Je l'ai réécouté une deuxième fois. Puis j'ai demandé à Maître Fontaine de l'archiver avec le reste. Cette phrase avant qu'il ne soit trop tard ressemblait à une inquiétude. En réalité, c'était une menace habillée en regret. Michel parlait toujours ainsi quand il perdait de la prise, il essayait de redonner au danger le visage du souci. Le lundi matin, il a découvert que la porte bancaire se refermait plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Plusieurs opérations avaient été mises en attente. Certaines demandes de transfert nécessitaient désormais des justificatifs renforcés. Un rendez-vous prévu avec un partenaire historique avait été reporté Sindai. Et surtout, l'un des deux cadres qu'il croyait pouvoir faire basculer vers Marseille avait finalement refusé tout mouvement sans clarification juridique complète. L'effet domino avait commencé. Pas spectaculaire, mais irréversible. C'est cela que les gens comprennent mal à propos des chutes. Elles ne commencent presque jamais par une explosion. Elles commencent par la perte de fluidité. Un appel qui ne revient pas. Une signature qui attend. Une banque qui pose une question de plus. Un allié qui devient prudent. Le soir de ce même lundi, Maître Fontaine m'a appelé avec une information supplémentaire. Rémi voulait formaliser sa coopération plus largement. Pas seulement sur les flux passés. Sur une réunion particulière, tenue 3 mois avant mon anniversaire, dans un restaurant de la Croix-Rousse, où Michel aurait exposé devant lui et un intermédiaire fiscal un schéma visant à réduire artificiellement la valeur apparente de notre société avant le divorce. Si cette réunion pouvait être établie, alors nous ne serions plus seulement face à des fautes opportunistes. Nous serions face à une stratégie délibérée d'appauvrissement préalable. Et cela changeait tout. Je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti après cet appel. Ce n'était pas de la jubilation. Ce n'était pas non plus du soulagement. C'était quelque chose de plus grave. J'ai compris que Michel n'avait jamais simplement voulu partir avec une femme plus jeune. Il avait voulu repartir avec ma part de l'histoire. Mon argent, mon travail, ma place, ma version du réel. Il avait voulu me laisser la honte pendant qu'il emportait la structure. À partir de cet instant, la suite n'était plus seulement nécessaire. Elle devenait proportionnée. Et pourtant, ce que je ne savais pas encore, c'est que Michel, sentant les murs se rapprocher, allait commettre dans les 48 heures suivantes la faute la plus grossière de toute cette affaire. Une faute née de la panique. Une faute qu'aucun de ses plans, aussi minutieux et il était, n'avait prévue. Une faute qui n'impliquerait ni Rémi, ni Isabeau, ni même l'entreprise, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'il était convaincu de pouvoir encore manipuler. Quelqu'un qu'il croyait assez loyal, assez blessé, assez jeune pour faire le travail à sa place. Il allait appeler notre fils Antoine. Et cet appel-là allait tout faire basculer encore plus vite. Antoine a toujours été le plus discret de mes enfants. Thomas, l'aîné, analyse. Camille ressent. Antoine, lui, observe longtemps avant de parler. C'est peut-être pour cela que Michel pensait pouvoir l'utiliser. Il croyait que le silence d'Antoine signifiait l'indécision. Il n'avait jamais compris que, chez son fils, le silence servait surtout à mesurer jusqu'où les autres étaient prêts à aller avant de se trahir eux-mêmes. L'appel est arrivé un mardi soir, vers 22h40. Antoine me l'a raconté ensuite presque mot pour mot, et nous en avons gardé la trace parce qu'il avait eu le réflexe, dès les premières minutes, d'enregistrer la conversation. Michel n'a pas commencé par l'entreprise. Il n'a pas commencé par l'argent.
Il a commencé par la blessure, comme toujours. Ta mère est en train de détruire la famille, a-t-il dit. Elle ne comprend plus ce qu'elle fait. Elle écoute des gens qui veulent me salir. J'ai besoin que toi, au moins, tu gardes la tête froide. Antoine l'a laissé parler. Michel a ensuite tenté le glissement habituel, de l'inquiétude vers l'urgence, de l'urgence vers la demande. Il a expliqué que certains papiers, mal interprétés, circulaient, que des documents privés avaient été sortis de leur contexte, que la situation pouvait encore être calmée si quelqu'un de confiance récupérait, dans une armoire du bureau secondaire de l'entreprise, un dossier bleu et une enveloppe scellée. Il suffit de me les apporter sans en parler à ta mère ni à Thomas. Après ça, tout se tasse. Mais Antoine n'est pas stupide. Il a demandé ce que contenaient ces documents. Michel a esquivé. Il a parlé de fiscalité, de confidentialité, de protection de clients, puis il a commis l'erreur fatale, il a ajouté, d'un ton brusquement plus dur, « Si ces papiers tombent dans les mauvaises mains, ta mère va perdre bien plus qu'elle ne croit. » Toi aussi, d'ailleurs. Cette phrase a suffi. À partir de cet instant, Antoine n'écoutait plus un père en difficulté. Il écoutait un homme qui essayait d'impliquer son propre fils dans une dissimulation. Au lieu d'accepter, Antoine a dit qu'il réfléchirait. Puis il a appelé Thomas. Ensuite, ils m'ont appelé tous les deux. 1 heure plus tard, nous étions dans le bureau de Maître Fontaine, pas pour improviser, mais pour verrouiller. L'enregistrement a été sauvegardé. Le contenu de l'appel a été retranscrit. Et, avec l'autorisation judiciaire déjà en place autour de l'audit et des accès internes contestés, une mesure conservatoire a été demandée dès l'aube sur le bureau secondaire dont Michel parlait. Quand l'huissier, accompagné de l'expert et du représentant autorisé, a ouvert l'armoire le lendemain matin, il y avait bien un dossier bleu. Et une enveloppe. Le dossier contenait des doubles de conventions non déclarées, des prévisions de valorisation volontairement abaissées, des échanges préparatoires avec un intermédiaire fiscal, ainsi qu'un projet de répartition des actifs post-divorce dans lequel ma position apparaissait déjà neutralisée comme si tout avait été décidé d'avance. Quant à l'enveloppe, elle contenait plusieurs pages signées de la main de Michel avec des scénarios de communication prêts à être utilisés selon réaction émotionnelle d'Élise, opposition juridique d'Élise ou implication hostile des enfants. Il avait préparé jusqu'à la manière de nous raconter aux autres. Ce fut le dernier verrou. Après cela, tout s'est accéléré. La plainte élargie a été déposée. Le tribunal de commerce a renforcé le contrôle sur l'entreprise. Les banques ont cessé toute complaisance. Rémi, sentant qu'il ne pouvait plus reculer sans s'ensevelir avec Michel, a signé une coopération complète. Il a remis les dernières pièces, a confirmé les réunions, les montants, les intentions, les transferts de clientèle et les projections conçues pour m'affaiblir avant même le divorce. Le domaine de la clarté a été placé sous une pression telle qu'il n'était plus un refuge, mais une preuve. Et puis il y a eu l'audience. Pas celle du grand spectacle. Celle, bien plus puissante, où les mots comptent parce qu'ils entrent dans un dossier, pas dans une rumeur. Michel est arrivé amaigri, tendu, entouré d'un avocat bien préparé mais privé de marge. Il a tenté ce qu'il tente toujours dans ce type de situation, relativiser, fragmenter, présenter les détournements comme de simples avances, les manipulations comme des maladresses, la planification comme des échanges privés sans portée. Puis Maître Fontaine a commencé à déposer les pièces. Une à une. Les virements. Les messages. Les relevés. Les notes manuscrites. Les enregistrements. L'appel à Antoine. La comptabilité parallèle. Les messages de Rémi. Les documents issus de l'appartement parisien. À mesure que le dossier avançait, Michel ne se défaisait pas en éclats. Il se défaisait en silence. Le juge n'a pas eu besoin d'élever la voix. Les bons magistrats ne le font presque jamais. Il a simplement observé, demandé, recoupé, puis constaté. Et ce constat-là a redessiné le paysage entier, reconnaissance de l'origine de mes apports, gel de plusieurs dispositions prises sans mon accord, nomination d'un administrateur provisoire sur certains volets de gestion, prise en compte sérieuse des manœuvres de détournement dans la procédure, et surtout effondrement total de la narration que Michel tentait encore de faire tenir debout. Il n'était plus un mari lassé qui refaisait sa vie.
Il était devenu, sur le papier, ce qu'il avait été en réalité depuis des mois, un homme qui préparait méthodiquement l'éviction économique et morale de sa propre épouse. La suite a pris quelques mois, comme toutes les vraies chutes. Rien n'est instantané quand il faut remettre de l'ordre dans des années de manipulation. Mais l'issue, elle, ne faisait plus de doute. Michel a perdu la maîtrise opérationnelle de la société. La maison n'a pas été liquidée selon son plan. Ma part a été reconnue, protégée, renforcée par la démonstration précise de son origine et de son rôle. Le schéma monté avec Rémi s'est effondré sous le poids combiné de la coopération, des pièces et des contrôles. Quant au divorce, il n'a pas pris la forme du cadeau qu'il croyait m'avoir offert dans le jardin. Il est devenu le cadre de sa propre exposition. Isabeau a disparu de sa vie presque aussi vite qu'elle y était entrée. Je ne sais pas tout de ce qu'elle a reconstruit ensuite, et ce n'est pas mon histoire à raconter. Mais je sais qu'elle a quitté Paris pendant un temps. Et je sais qu'un jour, plusieurs mois plus tard, j'ai reçu une carte sobre, sans effusion, avec seulement cette phrase « Merci de m'avoir dit la vérité avant qu'il ne soit trop tard pour moi aussi ». Je l'ai rangée dans un tiroir. Pas comme un trophée. Comme la preuve qu'une femme n'est pas toujours obligée d'écraser une autre femme pour sortir d'un piège fabriqué par un homme. Rémi, lui, a gardé ce qu'il méritait, ni l'effondrement total dont il avait peur, ni le confort qu'il espérait. Sa coopération lui a évité le pire, mais elle ne l'a pas lavé. Certaines amitiés ne survivent pas à la lumière. Et certaines complicités, quand elles se brisent, révèlent qu'elles n'étaient jamais fondées sur la loyauté mais uniquement sur l'intérêt. Michel avait cru avoir un frère d'armes. Il n'avait, en réalité, qu'un associé de panique. Le plus difficile n'a pourtant pas été juridique. Le plus difficile a été de revenir dans mon jardin au printemps suivant. Les fleurs avaient repoussé. Camille avait insisté pour replanter les massifs. Thomas avait fait réparer les lanternes. Antoine avait remplacé le portail qui grinçait depuis des années. Tout était plus beau qu'avant, et pendant quelques minutes cela m'a presque mise en colère. Comme si le monde avait l'audace de continuer. Puis j'ai compris que c'était exactement cela, survivre dignement, accepter que la beauté revienne sans demander la permission à la douleur. Pour mes 66 ans, nous avons refait un dîner. Pas 80 personnes. Pas de spectacle. Pas de roses commandées pour impressionner. Juste mes enfants, mes petits-enfants, ma sœur, quelques amis vrais, une table simple, du bon pain, du vin renette, une tarte aux pommes encore tiède. À un moment du repas, Camille a levé son verre et elle a dit, à maman, qui nous a appris qu'on peut être détruit en public et se reconstruire avec une précision que personne n'avait vu venir. Tout le monde a ri doucement. Moi aussi. Puis j'ai répondu, non. À nous. Parce qu'aucune femme ne se relève seule, même quand elle marche debout. Aujourd'hui, quand je repense à cette soirée d'octobre, je ne revois presque plus la robe rouge. Je ne revois presque plus l'enveloppe. Ce que je revois, c'est la femme que j'étais en entrant dans ma cuisine cette nuit-là avec un carnet vide et les mains encore glacées. Je la revois s'asseoir, respirer et choisir de ne pas mourir à l'endroit exact où on avait voulu l'enterrer socialement. Ce choix-là a tout changé. Pas seulement pour l'argent, pas seulement pour l'entreprise, mais pour quelque chose de bien plus fondamental, la restitution de ma propre autorité intérieure. Il y a des hommes qui pensent que quitter une femme, c'est déjà la vaincre. Il y en a d'autres, plus dangereux, qui pensent que l'humilier publiquement suffit à la définir pour toujours. Ils se trompent. Une humiliation n'est pas une identité. Une trahison n'est pas une destinée. Et l'âge, contrairement à ce qu'ils imaginent, n'affaiblit pas toujours. Parfois, il affine. Il enlève le bruit. Il laisse l'essentiel. À 65 ans, Michel croyait offrir au monde l'image d'une femme finie. En réalité, il assistait au moment précis où je cessais enfin d'avoir peur de perdre ce qui ne m'avait jamais vraiment protégée. J'ai longtemps pensé que la partie la plus noble de moi était ma fidélité. Aujourd'hui, je sais que c'était ma lucidité. La fidélité sans lucidité nourrit parfois les prédateurs. La lucidité, elle, remet chacun à sa place. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'ordre. Et parfois,
L'ordre ressemble de très loin à la revanche simplement parce qu'il tombe exactement là où le désordre se croyait invincible. Si vous êtes en train de vivre quelque chose de semblable, pas forcément une trahison amoureuse, pas forcément un divorce, mais une situation où quelqu'un compte sur votre stupeur, votre honte ou votre fatigue pour vous voler votre place, souvenez-vous de ceci, ne donnez pas toujours votre première réaction à ceux qui l'attendent. Parfois, votre silence n'est pas une faiblesse. C'est le temps nécessaire pour que votre vérité se mette en ordre. Et quand elle est en ordre, elle devient presque impossible à renverser. Michel m'avait dit, devant tout le monde, « Tu es vieille. Tu es fanée. Tu as fait ton temps. » Il avait tort sur tout. J'avais encore du temps. J'avais encore de la force. J'avais encore de l'amour autour de moi. Et surtout, j'avais encore une chose qu'il n'avait jamais vraiment comprise, la capacité de regarder le réel en face quand lui préférait construire des scènes. C'est cela qu'il a perdu. Pas ma colère. Pas mon humiliation. Le réel. Toujours le réel. Et si cette histoire a une morale, elle tient dans une seule phrase. Ce n'est pas le jour où mon mari m'a apporté une lettre de divorce à mon anniversaire que ma vie s'est terminée. C'est le jour où j'ai compris qu'il avait passé des mois à préparer ma chute, que j'ai enfin commencé à me choisir.